Est-ce que vous voulez mourir? Je sais que le temps est mon pire ennemi. C'est absolument, effectivement, le vieillissement, plus il avance vers la mort, c'est une torture. Je veux vieillir sans devenir un légume. Je sais que ça représente un investissement dès maintenant. Pouvons-nous arrêter le vieillissement grâce à une médecine de pointe et à un mode de vie sain? La durée de la vie ne cesse d'augmenter. Les Néandertaliens, eux, n'allaient pas plus loin que l'adolescence. Un objectif raisonnable serait de mourir en bonne santé à 120 ans. Vivre le plus longtemps possible et vieillir en bonne santé. C'est ça, le concept de longevity. La longévité, la tendance mondiale. Nous voulons retrouver cette sensation de jeunesse, cette intégrité. Tant que ça reste un fantasme qui nous incite à être dynamiques et à mener une vie saine, tout va bien. Mais si ça nous pousse à des extrêmes, nous devrions mettre un bémol à ce rêve. La vie est éphémère. Un destin naturel qu'elle refuse toutefois d'accepter. Raison pour laquelle elle a lancé une pétition. Moi, je suis pour la mort de la mort. Je suis absolument... il faut signer ma pétition. Il y en a assez. Trop, c'est trop. On ne nous a jamais demandé notre avis. On vous a demandé votre avis? Est-ce que vous voulez mourir? Il n'est pas question que je meure, mais vraiment pas question. C'est l'une des personnalités artistiques les plus flamboyantes et radicales de France. Elle est connue pour son art corporel et ses performances. Orlan. Un nom d'artiste qui commence par or. Et mon nom s'écrit, chaque lettre, en majuscule, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Orlan est à la fois artiste et œuvre d'art. Son nom de baptême est Mireille Suzanne Francette Porte. Elle est née à Saint-Étienne en 1947. À 17 ans, elle veut briser le carcan dans lequel elle se sent prisonnière en tant que jeune femme et se donne elle-même naissance. Un moment immortalisé dans son œuvre, Orlan accouche d'elle-même, même du verbe aimer. En fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je considère que le corps est politique, que le privé est politique. Son art remet en question les deux grands clichés féminins, sainte ou putain. Sa performance à la FIAC en 1977 à Paris fait sensation. Elle vend des baisers avec la langue pour 5 francs. Ses interventions chirurgicales dans les années 90 font également scandale. Je travaille sur les phénomènes de mon époque, les phénomènes de société. Et la chirurgie est vraiment un phénomène de société. Elle l'était encore plus peut-être dans les années 90 quand j'ai fait cette opération. Et pour moi, c'était effectivement, et à la fois complètement dérégler les habitudes de la chirurgie esthétique. Le bloc opératoire devient la scène où l'artiste et son œuvre ne font plus qu'un. Le spectacle est retransmis par satellite dans les musées du monde entier. C'est ainsi qu'Orlan fonde Carnal Art, dont le point culminant est atteint au cours de la 7e performance. Elle se fait implanter des pommettes dans les tempes. Ce que j'ai voulu démontrer dans ces opérations chirurgicales, c'est qu'effectivement, tous nos a priori, nos prêt-à-penser, une femme ne doit pas avoir de bosses sur les tempes, sinon elle est hors champ. Elle est d'une laideur redoutable. Et je l'ai fait, et au final, c'est devenu en fait des organes de séduction. Et là, vraiment, je savoure. Parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Orlan montre que la beauté est une chose relative et que le corps humain est malléable. Nous ne sommes pas prisonnières de notre peau vieillissante, n'est-ce pas?
On le voit là-haut, The Life is a Killer, de mon ami hélas mort, John Giorno. C'est absolument, effectivement, le vieillissement, plus il avance vers la mort, c'est une torture. C'est une torture de perdre, bien sûr, ses bons réflexes, de perdre sa vivacité, de perdre ses mots, de perdre sa mémoire. C'est dégueulasse. Elle s'oppose à cela avec sa pétition contre la mort. La performance sera également présentée à la Biennale de Kiev en 2017. Je manifeste contre la mort de la mort. Elle ne deviendra pas immortelle pour autant. Alors qu'est-ce que ça peut changer? Ce qui peut changer, c'est les mentalités à travers ça. Se dire qu'effectivement, peut-être, il y a une chance qu'un jour, on arrive à arrêter l'horloge interne. Donc, ça donne une attitude différente dans la vie, je pense, si on pense que petit à petit, ça sera possible, qu'on a peut-être une chance. Ça nous donne un espoir. Je ne veux pas mourir aussi parce que je suis une très grande curieuse. Et comme j'aimerais savoir ce qui va se passer dans 100 ans, dans 1000 ans, c'est insupportable de ne pas savoir, d'avoir vécu juste ce petit moment, cet instant rapide. Vraiment, les humains ont tiré la courte paille. Vous vous rendez compte? On vit très peu de temps, alors qu'il y a des espèces de baleines qui durent 200 ans. Je voudrais être hybridé avec un séquoia géant, vraiment. Cela lui offrirait une durée de vie d'environ 3000 ans. Aujourd'hui, Orlan en a déjà 78. Plus question pour elle de perdre une seule seconde. Je suis en éveil tout le temps. J'essaie toujours de voir ce qui se passe autour de moi et de le comprendre, de l'appréhender, d'en faire quelque chose. Donc bien sûr, avec l'art, dans mon art, c'est vraiment mon meilleur remède. Parce que je suis obligée de continuer à être curieuse, à écrire, à lire. Et même, surtout, ce que je veux, c'est m'émerveiller. M'émerveiller toujours, continuer à m'émerveiller. Explorer toutes les possibilités, y compris la robotique et l'intelligence artificielle. Elle veut devenir immortelle à travers son art. Et pour Orlan, le couronnement ultime serait de pouvoir léguer son corps à un musée après sa mort. Toute ma vie, j'aurais travaillé donc la plupart du temps avec mon corps. Et là, ça serait absolument extraordinaire que mon corps devienne une pièce, une sculpture, arrêtée dans sa course, mais une sculpture. Et ça, j'aimerais vraiment beaucoup. D'une grande dame de la scène artistique parisienne à un jeune musicien berlinois. Le temps est aussi son adversaire. Chaque fois que je pense au vieillissement, je sens déjà qu'une horloge est en marche. On se demande aussi un peu, est-ce que j'ai vraiment bien utilisé le temps qui m'était donné? Hadès, auteur, compositeur, interprète et producteur made in Berlin, travaille dans un secteur où tout va très vite. Ready? Okay. Sound. Ich will mich um dich kümmern, Baby, mach die Augen zu und sorge mit dir teilen. Nein, 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 nicht good in goodbyes, nicht good in goodbyes. Une vie d'artiste courte et tumultueuse, ce n'est pas tout à fait son genre. Depuis son 30e anniversaire, il se plie à une routine bien établie qui consiste à prendre des compléments alimentaires et des préparations censées améliorer la santé. Et puis j'aime méditer. Je pratique aussi le brain dumping. La première chose que je fais en me levant le matin, c'est simplement d'écrire mes pensées pour me vider vraiment la tête.
Le sport est important aussi. Je me sens beaucoup mieux quand je fais du sport, y compris mentalement. J'adore jouer au tennis. Cela m'a motivé encore plus quand j'ai appris que cela pouvait prolonger la vie, grâce à tous les aspects cognitifs et autres. Je fais aussi beaucoup de sauna. J'apprécie surtout le choc thermique de l'eau froide, se rafraîchir sous l'eau ou des bains de glace. Il pratique au cœur de Berlin, chez Anti, le temple des adeptes de la longévité. Yoga, infusion de vitamines, luminothérapie. Mais ce qui attire Hadès en ces lieux, c'est bien plus que le désir banal de la jeunesse éternelle. J'ai été relativement souvent confronté à la mort dans ma vie. J'ai perdu ma meilleure amie assez tôt. Elle est décédée d'un cancer. J'ai perdu mon père en 2011. Je pense que dans ces moments-là, je me suis dit « Merde, la vie n'est pas éternelle ». Mais je souhaite aussi vieillir sans devenir grabataire. J'ai vu le cas de mes grands-parents. À 92 ans, mon grand-père grimpait encore avec moi dans les affûts perchés de la forêt noire. Il conduisait encore sa voiture en toute autonomie. Il avait le contrôle malgré son âge avancé et n'avait besoin d'aucune aide. C'est ce que je voudrais pour moi-même et je sais que pour y parvenir, il faut commencer à m'investir dès maintenant. L'exemple de ses grands-parents s'inscrit aujourd'hui dans une tendance mondiale, longevity en anglais. Cette approche venue des États-Unis vise à ralentir le vieillissement et à rester plus longtemps en bonne santé. Elle passe par une alimentation équilibrée, par la médecine moderne et par un contrôle rigoureux du corps. Je pense que rester jeune n'a jamais été aussi tendance. Et ça n'a jamais été aussi glorifié finalement. C'est dû au numérique en fait, à toutes ces plateformes, mais aussi au traitement d'images et aux retouches que les gens peuvent faire, etc. Surtout ne pas vieillir, ne pas avoir de rides, pas d'imperfections. On ne veut pas de ça. Tout est parfait. C'est une illusion complète. Et je pense que le monde numérique a beaucoup contribué à la créer. Je crois qu'il faut trouver le bon équilibre. Garder la liberté de se faire plaisir et surtout profiter des choses qui ne se mesurent pas forcément, comme les câlins, l'amour, peut-être aussi comme boire un verre de trop et danser toute la nuit par exemple. Si, juste pour gagner quelques années et vivre un peu plus longtemps, il fallait renoncer à avoir une vie, j'en serais bien incapable. Die Sonne knallt aufs Wellblech, ihr sitzt im Schatten hinterm Haus. Das erste Foto meiner Eltern sieht nach großer Liebe aus. Né à Berlin, Hadès grandit auprès de sa mère. Il touche très tôt à la musique. Enfant, il voulait devenir joueur de foot professionnel. Un rêve qui était à portée de main, mais il a soudain obliqué vers la musique. Je nachdem wie die Sonne scheint, sind 103 bis 108. Nochmal. Sorry. Nochmal. Aujourd'hui, il a 38 ans. Il travaille ici sur de nouvelles compositions musicales. Ich sehe deine Sommersprossen, bevor du aufwachst. Je nachdem wie die Sonne scheint, sind 103 bis 108. Son mode de vie va à l'encontre du cliché habituel d'une vie de musicien, loin des drogues et des excès. Comment concilier amélioration personnelle et vie sur scène? Je pense que pour atteindre ton meilleur niveau dans ton art, il faut être lucide. Là, tu as un vrai sens du rythme. Et il ne faut pas être à côté de la plaque parce que tu es bourré ou que tu es sous l'emprise de je ne sais quelle substance. Et la tendance va d'ailleurs de plus en plus dans cette direction. Beaucoup d'autres artistes s'entraînent à vivre plus sainement. Beaucoup sont sobres. Et clairs dans leur tête. Ni alcool, ni drogue. Pour Hadès, la longévité ne se mesure pas seulement en années, mais aussi d'après le sens de ces années. En ce qui me concerne, plus je vieillis, plus la vie me semble agréable.
Tout a meilleur goût. Les couleurs sont plus intenses. J'ai l'impression de faire une meilleure musique, d'avoir les meilleures relations sexuelles de ma vie. J'ai une vision optimiste des choses. Je me dis, c'est génial. Si tout continue à évoluer de manière exponentielle, alors tout va devenir de plus en plus beau. Est-ce que nous ne vivons pas en permanence dans l'espoir que le meilleur reste à venir? Pourquoi est-ce que la vie éternelle nous semble si désirable? Le rêve d'immortalité est aussi vieux que l'humanité. Qu'est-ce qui arriverait si nous vivions pour toujours? Nous aurions un temps infini pour tout remettre à plus tard. Et toute la tension qu'implique la brièveté de cette existence serait anéantie. Je crois qu'il est très important de reconnaître la finitude de la vie, donc la mort, si l'on veut prendre conscience des raisons de vivre, du but de la vie et peut-être de ce à quoi on devrait la consacrer. La philosophe, auteure de best-sellers, Rebecca Reinhardt. Elle veut donner des repères à un moment où beaucoup de gens en cherchent. Ce qui était différent dans le passé, c'était bien sûr la religion, l'ancrage dans la foi. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque d'errance métaphysique, où pour beaucoup, la religion ou la spiritualité sont devenues du lifestyle. Et cela ouvre un espace pour de nouveaux systèmes de croyances. L'optimisation de soi serait une sorte de religion de substitution? Est-ce suffisant pour donner du sens à la vie? Quel est le sens de cet effort pour prolonger notre temps sur Terre? Elle observe d'un œil critique une grande partie de ce nouvel engouement pour la longévité, mais il faut nuancer. Un entraînement ciblé, une alimentation saine et un mode de vie sain sont des aspects tout à fait positifs de cette tendance. Si par longévité on entend une série de mesures pour aider les gens à avoir plus de vitalité, on ne peut rien dire contre ça. Quand nous parlons de longevity hype et de ses aspects négatifs, nous nous référons essentiellement à quelque chose qui vient des États-Unis et qui revient en gros au Human Enhancement, ou pour le dire simplement, l'humanité augmentée. Le mouvement de l'enhancement est bien sûr déjà considérablement financé par l'élite masculine de la Big Tech aux États-Unis. Par des figures comme Elon Musk et l'entrepreneur de la tech, Brian Johnson. Ce multimillionnaire américain pratique des rituels anti-âge radicaux et suit des traitements high-tech pour éviter la mort. Ce que je critique dans la longevity hype, c'est le manque d'égard pour les gens qui n'ont pas accès à cette forme complètement extravagante de longévité. Finalement, c'est un idéal réservé à une minuscule élite. La longevity alimente la croyance que chacun est responsable de sa propre santé. Et c'est quelque chose de dangereux pour notre société, d'après Rebecca Reinhardt. L'industrie en fait ses choux gras. Un business d'1 milliard de dollars qui berce les gens de la promesse que c'est d'eux que cela dépend. Vous vous sentez coupable quand vous n'êtes pas debout à 5 heures avec votre capteur d'activité. Vous avez l'impression que peut-être vous n'allez pas arriver à tenir la cadence dans cette société de compétition. Alors qu'en fait, d'autres facteurs interviennent. Des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, si je suis né avec une maladie, ou si simplement je n'ai pas reçu l'éducation qu'il faut. Donc, est-ce que je n'ai pas de chance ou est-ce que c'est de ma faute ? Quels critères voulons-nous établir pour notre société? Et quel rôle jouent là-dedans les réseaux sociaux? L'idéal reste toujours le même, être jeune et beau. Et cette idée est chaque jour renforcée par ce que nous voyons sur nos écrans. Nous savons tous, bien sûr, que la symbolique que véhicule une image en mouvement en une fraction de seconde est des milliards de fois plus puissante que n'importe quelle argumentation élaborée. En forçant le trait, on pourrait dire que pour notre société de l'image, on ne vieillit pas, on ne tombe pas malade et on ne meurt pas.
environ 1 Européen sur 3 aura plus de 65 ans en 2050. Entre autres grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine, ce qui pourrait avoir un impact décisif sur notre longévité et même révolutionner notre système de santé. Le système de santé tel que nous le connaissons est beaucoup trop cher, beaucoup trop peu efficace, et il est donc aussi trop inhumain. L'IA peut se charger des tâches courantes, et ça peut soulager en partie les équipes médicales. Rebecca Reinhardt a fondé le magazine Human, consacré aux opportunités qu'offre ici l'IA, pour montrer qu'intelligence humaine et intelligence artificielle sont toutes deux sollicitées. Le meilleur exemple actuel, c'est la médecine du cancer. L'IA peut faire beaucoup de choses en termes de prévention, de reconnaissance d'images. Elle permet une précision que l'œil humain ne peut simplement pas atteindre. Si en la faisant collaborer avec les humains, nous pouvions vraiment vaincre cette terrible maladie qu'est le cancer, ce serait un pas vers une forme de longévité. Et au vu de l'augmentation des coûts de la sécurité sociale, nous devons nous demander dans quelle société voulons-nous vivre? Comment financer une communauté solidaire? Dans une société démocratique, nous sommes responsables de nous-mêmes et des autres, affirme la philosophe. Si les gens restent en bonne santé plus longtemps, ils pourraient également contribuer. Il y a beaucoup d'aspects positifs dans le vieillissement. Les gens apprennent de leur expérience, des crises auxquelles ils ont dû faire face, ou des bouleversements qu'ils ont subis, de tous les moments d'échec. Cela peut bien sûr vous apporter une grande richesse intérieure, qui s'accompagne aussi d'une certaine assurance, d'une certaine sérénité. Et peut-être que dans l'avenir, particulièrement dans une société qui vieillit, prendre de l'âge signifiera rendre votre expérience vraiment utile aux autres, à la génération d'après. Maintenant que nous avons ces opportunités extraordinaires en médecine, nous pouvons nous réinterroger en tant que société sur la façon dont nous voulons prendre de l'âge. La démographie nous dit que nous sommes une société vieillissante. Est-ce que c'est si mal que ça? J'ai 100 ans. J'ai joué en tournoi jusqu'à l'année dernière, 2 fois par semaine. Profondément impressionné par sa vitalité, il a dressé le portrait de ce centenaire qui est aussi gérontologue, Helmut Luft. Tous les préjugés sont balayés d'un seul coup. Tout ce qu'on avait imaginé. Il souhaite réviser l'image négative de la vieillesse grâce à sa photographie. Il ne manque pas de sujet. Aujourd'hui, il y a dans le monde plus de centenaires que jamais. 100, c'est le chiffre magique. C'est le premier nombre à 3 chiffres. Jusqu'à présent, 80, c'était déjà très vieux. Et 90, c'était impressionnant. Mais 100, c'est encore un cran au-dessus. On se dit, tiens, il doit être différent des autres. Qu'est-ce que la vie lui a donné de spécial? Je m'appelle Karsten Tormelen, je suis photographe et aujourd'hui, je photographie de préférence les personnes âgées. Karsten Tormelen a photographié beaucoup de centenaires. Dans ses livres de photos et ses expositions, il montre la force et la grâce que peuvent avoir les rides. Des gens qui ont survécu à des maladies, des crises et des guerres, et qui sont heureux. Des gens qui souhaitent tirer le meilleur parti d'eux-mêmes au soir de leur vie. C'est effectivement ma mission. Mon moyen d'expression est la photographie et ma méthode consiste à mettre ces personnes âgées et expérimentées devant l'objectif, afin qu'elles racontent elles-mêmes comment elles vont, comment elles se sentent, comment elles ont atteint cet âge avancé. Et mes livres sont une ode à la joie de vivre.
D'où vient son souhait de voir la vieillesse autrement et d'en faire son sujet? Qu'est-ce qui a forgé son regard? Enfant, il passait beaucoup de temps avec ses grands-parents. J'étais un enfant à sa grand-mère, on peut dire ça. Je ne m'en suis rendu compte que ces dernières années. Plus tard, jeune homme, il effectue son service civil dans une maison de retraite. Il y voit des personnes âgées livrées à elles-mêmes. Il fait leur portrait. J'ai travaillé dans une maison de retraite, dans un service de soins. Il s'agissait de personnes très dépendantes, atteintes de démence, qui avaient végété toute la journée. Ce qui n'est pas normal, car lorsqu'on les motivait, elles pouvaient soudainement redevenir très vivantes. Ça m'a fait de la peine à l'époque. Que signifie être vieux? Carsten Tormelon cherche des réponses. La première centenaire que j'ai rencontrée était exactement le contraire de ce à quoi je m'attendais après mon travail en maison de retraite. Je me suis tout de suite dit que je devais partager ça avec le monde entier. Voilà pourquoi, depuis 20 ans, il voyage dans les coins les plus reculés de la planète, notamment dans les zones bleues, où vivent précisément beaucoup de centenaires. Comme Don Ramiro, du Costa Rica, qui a 102 ans et toujours en selle. Ou Consolata Melis, en Sardaigne. Ont-ils confié des secrets pour une vie longue et épanouie? On recueille plein de recettes qui n'ont en réalité aucun fondement scientifique. Mais les éléments décisifs, ce sont une activité physique suffisante et une alimentation spécifique. Peu de viande rouge, peu de viande en général, beaucoup de légumes riches en fibres. Le sucre est problématique. Les Japonais disent aussi de ne pas manger à sa faim. L'alcool et la nicotine, bien sûr, sont des poisons. Mais là encore, c'est la modération qui joue un rôle décisif. Ces découvertes ont été intégrées dans l'étude de la longévité. Pour percer le secret de la longue vie, des échantillons sanguins ont été prélevés sur ces centenaires que Carsten Tormelon a photographiés. Et finalement, les gènes jouent un rôle bien moins important qu'on ne le pensait. Ce qui compte est surtout une alimentation saine et un mode de vie sain, ou encore un bon état d'esprit. Vivre au milieu des autres gens et ne pas ressentir son âge sur le moment, c'est ça qui est beau. Être parmi les vivants, pas parmi les morts, parmi les vivants. Et c'est pourquoi c'est un élixir de vie. Tout ce que l'on fait, qui nous fait nous sentir vivants, est un élixir de vie. Et si Helmut Luft ne participe certes plus à des tournois, même à 100 ans, il se réjouit encore chaque jour de se rendre sur le parcours de golf. Je me sens tout simplement heureux sur le parcours. Je me sens libre, je me sens proche de la nature, je peux bouger. On se penche, on rampe sous les buissons et on fait des choses qu'on ne ferait pas volontairement, mais on ne s'en rend même pas compte. C'est pourquoi le golf est le meilleur anti-âge qui soit. Carsten Tormelon a rencontré les personnes les plus âgées du monde et saisi en photo la beauté du vieillissement. Il vient lui-même d'avoir 60 ans. Il est temps de faire le point. Après tout ce qu'il a vu et vécu, comment vit-il le fait de vieillir? Qu'est-ce qui compte vraiment? La règle d'or, après toutes ces années, je dirais, c'est qu'il faut avoir plaisir à vivre. C'est le plus important. Et ce n'est pas une question de durée. La question, c'est l'intensité. C'est le regard que l'on porte sur soi-même et sur les autres.